5 milliards de francs CFA. En une annonce, une frontière économique invisible vient d'être tracée au Burkina Faso. Pendant des décennies, les bénéfices quittaient le pays tandis que les décisions se prenaient ailleurs. Désormais, les entreprises concernées doivent de s'installer sur place, assumer leurs choix et laisser la richesse circuler localement, avec des effets immédiats sur l'emploi, les infrastructures et la responsabilité économique. Mais qu'est-ce que ce basculement change concrètement pour la population? Et pourquoi Ibrahim Traoré considère-t-il ce seuil comme un levier stratégique plutôt qu'une simple contrainte administrative? Un nouveau rapport de force commence à émerger. Cette réforme ne se limite pas à une obligation juridique isolée. Elle annonce une promesse précise et des enjeux mesurables pour l'économie burkinabé. En obligeant les entreprises au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires à établir leur siège sur le territoire, l'État cherche à rapprocher les centres de décision des réalités locales, là où se crée l'emploi, la valeur et la responsabilité. Pour les citoyens, l'enjeu est simple: voir les bénéfices se traduire en routes praticables, en écoles fonctionnelles et en opportunités professionnelles visibles. Pour les entreprises, il s'agit d'un changement de cadre qui impose transparence, engagement communautaire et participation durable au tissu économique. Ibrahim Traoré présente cette loi comme un équilibre entre attractivité et souveraineté. Accueillir l'investissement tout en refusant l'extraction sans contrepartie locale. Le pari est clair: transformer une contrainte administrative en moteur de développement interne sans rompre avec les partenaires économiques existants. La question centrale devient alors la suivante: cette promesse peut-elle réellement tenir face aux résistances, aux coûts d'adaptation et aux attentes élevées de la population? La bascule ne tient pas seulement à un principe politique, mais à un seuil précis: 5 milliards de francs CFA, soit environ 8,8 millions de dollars, déclenche désormais une obligation de présence locale. En parallèle, l'État peut détenir au moins 15% des grands projets miniers, avec une option allant jusqu'à 45%, ce qui modifie en profondeur la répartition du pouvoir économique. Ces deux chiffres, placés côte à côte, expliquent pourquoi la mesure dépasse une simple réforme administrative. Pour comprendre cette décision, il faut revenir sur un schéma ancien. Pendant des années, le Burkina Faso a produit de la richesse, notamment à travers l'or, sans en conserver l'essentiel des bénéfices. Les sociétés étrangères exploitaient les ressources, prenaient les décisions depuis l'extérieur et rapatriaient une grande partie des profits, tandis que les communautés locales voyaient de peu d'effets tangibles sur leur quotidien. Cette distance entre production et décision a nourri frustration, dépendance et faible circulation interne de la richesse. Ibrahim Traoré s'inscrit dans une rupture assumée avec ce modèle. En imposant l'installation des sièges sur le territoire, la loi force les entreprises à décider au contact direct du terrain: employés, fournisseurs, collectivités et autorités locales. Les choix stratégiques ne sont plus abstraits ou lointains, ils deviennent observables, discutables et responsables. Dans ce contexte, la participation accrue de l'État dans les projets miniers agit comme un second levier, renforçant la capacité de négociation et la redistribution potentielle des revenus. Cette réforme s'appuie aussi sur un moment politique particulier, marqué par une volonté affichée de souveraineté économique et de réappropriation nationale. Elle combine un message symbolique fort et des mécanismes concrets destinés à transformer la structure même de l'économie. La question n'est donc plus seulement de savoir pourquoi cette loi existe, mais comment cette nouvelle proximité entre richesse et décision va redéfinir les effets réels pour la population. Sur le terrain,
La réforme prend forme à travers des situations concrètes plutôt que des déclarations abstraites. Lorsqu'une entreprise est contrainte d'installer son siège au Burkina Faso, ce ne sont pas seulement des bureaux qui apparaissent, mais une chaîne d'activités locales qui s'active progressivement. Architectes, ingénieurs, ouvriers, fournisseurs et prestataires de services sont mobilisés dès les premières étapes, transformant une décision administrative en dynamique économique visible. Un exemple souvent cité concerne une société minière auparavant dirigée depuis l'étranger. Avec l'obligation de s'implanter localement, ces cadres supérieurs travaillent désormais au contact direct des équipes burkinabées et des communautés riveraines. Les réunions stratégiques se tiennent sur place, les enjeux environnementaux sont discutés avec les autorités locales et les décisions opérationnelles tiennent compte des réalités quotidiennes du terrain. Cette proximité modifie la manière dont les priorités sont définies et arbitrées. Ibrahim Traoré met en avant ce changement de posture comme un indicateur clé de l'impact précoce de la loi. La responsabilité ne se limite plus au versement d'impôts ou au respect formel des règles, elle s'exerce dans la durée à travers l'emploi local, la formation et les relations avec l'écosystème économique. Les premières entreprises concernées commencent ainsi à recruter sur place des profils administratifs, techniques et financiers, offrant des perspectives nouvelles, notamment pour les jeunes diplômés. Ces impacts initiaux ne résument pas encore la transformation globale, mais ils offrent un signal clair. Lorsque les décisions se rapprochent du terrain, les effets deviennent mesurables et immédiatement perceptible. Le véritable enjeu apparaît alors nettement. Rapprocher les centres de pouvoir économique des réalités locales change la nature même du développement. Le déclencheur est net et public. À partir de l'annonce officielle, toute entreprise dépassant le seuil de 5 milliards de francs CFA se retrouve face à une obligation claire: installer son siège au Burkina Faso ou revoir entièrement sa stratégie. Ce moment marque une rupture avec des décennies de pratiques où la création de valeur et la prise de décision étaient dissociées géographiquement. L'effet est immédiat dans les milieux économiques, où investisseurs, cabinets juridiques et directions financières tentent de mesurer l'ampleur du changement. Dans les semaines qui suivent, une première phase d'ajustement s'engage. Les entreprises concernées analysent les implications légales, fiscales et opérationnelles. Certaines amorcent rapidement des démarches pour identifier des terrains, des bâtiments existants ou des partenariats locaux. D'autres temporisent, cherchant à comprendre si des aménagements seront possibles. Cette période était marquée par une forte activité administrative et par des échanges intensifs avec les autorités burkinabées, désormais au centre du processus décisionnel. Le point de tension survient lorsque les premiers projets concrets sont rendus publics. Des annonces de construction de sièges, de recrutement et de contrats avec des fournisseurs locaux commencent à circuler. Dans plusieurs villes, les chantiers deviennent visibles. Chaque implantation génère une série d'effets en chaîne. Emploi temporaire dans la construction, besoins en services logistiques, demande en équipements et en prestations diverses. Le changement n'est plus théorique, il s'inscrit physiquement dans l'espace urbain. Ibrahim Traoré décrit cette phase comme un moment charnière. Selon lui, l'obligation légale agit comme un catalyseur qui transforme des intentions économiques en actions mesurables. Les entreprises, confrontées à la réalité locale, adaptent leurs pratiques. Les décisions stratégiques ne sont plus prises à distance, mais discutées sur place avec une meilleure compréhension des contraintes sociales et environnementales. Cette proximité modifie le rythme et la nature des arbitrages. La phase suivante correspond aux premières répercussions visibles pour la population.
Les recrutements locaux s'intensifient, notamment dans les fonctions administratives, techniques et financières. Les PME burkinabés commencent à intégrer les chaînes d'approvisionnement des nouveaux sièges. Des quartiers voient donc leur activité augmenter autour des zones d'implantation, créant des microéconomies locales. Ce sont des signaux encore partiels, mais suffisamment concrets pour susciter une attention croissante. Enfin, les résonances dépassent le cadre strictement national. Les médias régionaux et internationaux relaient la mesure, certains y voyant un précédent, d'autres une source d'inquiétude pour l'attractivité du pays. Ce débat extérieur alimente à son tour la dynamique interne, renforçant la portée symbolique de la décision. À ce stade, une question s'impose. Cette succession d'événements annonce-t-elle un changement durable ou seulement une phase d'adaptation transitoire? Le point de départ est un état de référence clair. Avant la réforme, une grande partie des entreprises opérant au Burkina Faso généraient leurs revenus localement tout en localisant leurs sièges et centres de décision à l'étranger, ce qui entraînait une sortie régulière des bénéfices et une faible circulation interne de la richesse. Avec la nouvelle loi, ce schéma évolue vers une configuration où les flux financiers, les décisions et une partie accrue de la valeur restent sur le territoire. Un premier repère important est le seuil de 5 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuel. Ce seuil cible volontairement les entreprises les plus influentes, celles dont l'impact potentiel sur l'économie nationale est le plus élevé. En les obligeant à établir leur siège localement, la réforme transforme un volume important d'activités économiques jusque-là dispersées en une présence structurée et durable. Concrètement, ce changement signifie que les dépenses liées à la gestion, à l'administration et aux services de soutien sont désormais effectuées dans le pays plutôt qu'à l'extérieur. Un autre repère concerne la participation de l'État dans les projets miniers. La règle prévoit au moins 15% de participation automatique, avec la possibilité d'atteindre jusqu'à 45% dans certains cas. Ce basculement modifie la relation entre l'État et les entreprises extractives. Chaque pourcentage supplémentaire représente non seulement une part accrue des revenus, mais aussi un pouvoir décisionnel renforcé dans la gouvernance des projets. L'impact attendu se mesure autant en termes financiers qu'en capacité de contrôle et de négociation. Ibrahim Traoré insiste sur le fait que ces chiffres ne sont pas abstraits. Leur traduction concrète se retrouve dans la création d'emplois locaux liés aux sièges installés, dans l'augmentation des contrats attribués aux PME burkinabés et dans la rétention des dépenses de fonctionnement au sein de l'économie nationale. Les salaires versés localement, les achats de biens et services et les investissements immobiliers forment un circuit économique plus fermé, mais aussi plus résilient. On peut aussi regarder la dynamique de recrutement induite par l'installation des sièges. Chaque implantation nécessite des équipes administratives, techniques et financières présentes sur place. Même sans avancer de volume précis, la logique est cumulative. Plus le nombre de sièges augmente, plus les besoins en compétences locales se multiplient, créant un effet d'entraînement sur la formation et l'emploi qualifié. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent un passage d'un modèle d'extraction distante à un modèle de présence intégrée. La réforme repose sur peu de chiffres, mais chacun agit comme un levier structurant. Reste alors à déterminer si ces preuves quantitatives suffisent à compenser les inquiétudes exprimées par certains acteurs économiques et à soutenir la trajectoire de transformation annoncée. Les critiques de la réforme s'organisent autour de deux arguments principaux, souvent avancés par des investisseurs internationaux et certains observateurs économiques. D'abord, on souligne le coût d'adaptation.
Installer un siège local implique des dépenses supplémentaires en immobilier, en personnel et en conformité réglementaire. Selon cette lecture, ces coûts pourraient réduire la compétitivité des entreprises opérant au Burkina Faso et détourner certains capitaux vers des pays perçus comme plus flexibles. Ensuite, on met en avant le risque de ralentissement des investissements. L'obligation de présence physique est parfois interprétée comme une contrainte lourde, susceptible de freiner l'arrivée de nouvelles entreprises ou de retarder des projets existants. Les détracteurs estiment que la proximité imposée avec les autorités et les communautés locales pourrait accroître l'incertitude opérationnelle et compliquer la prise de décision, en particulier dans des secteurs à forte intensité de capital comme les mines ou les infrastructures. Face à ces objections, Ibrahim Traoré avance une réponse structurée. Il souligne d'abord que la loi cible un segment précis d'entreprises, celles dont le chiffre d'affaires dépasse un seuil élevé, et non l'ensemble du tissu économique. L'objectif n'est pas de dissuader l'investissement, mais d'encadrer les acteurs les plus puissants afin que leur présence bénéficie durablement au pays. Dans cette perspective, les coûts d'installation sont présentés comme un investissement initial compensé par une meilleure intégration locale et une stabilité accrue. La réponse met également en avant les premiers retours de terrain. Les entreprises ayant déjà installé leur siège localement rapportent une amélioration de la coordination avec les autorités et une meilleure compréhension des attentes sociales et environnementales. Cette proximité favorise la résolution rapide des problèmes, réduit certains risques opérationnels et renforce la légitimité des projets auprès des communautés. À moyen terme, ces facteurs peuvent d'une se traduire par une productivité plus élevée et une image renforcée. En intégrant ces deux points de vue, la réforme apparaît moins comme une opposition entre attractivité et souveraineté que comme une tentative de redéfinition de l'équilibre. La question demeure alors ouverte. Cet équilibre résistera-t-il à l'épreuve du temps et à l'évolution des conditions économiques régionales? Ce qui apparaît au milieu de cette réforme, ce n'est pas un simple ajustement économique, mais un déplacement du centre de gravité du pouvoir. Lorsque les sièges s'installent sur place, la relation entre entreprise, État et communauté cesse d'être abstraite. Les décisions ne circulent donc plus par notes lointaines ou conseils d'administration déconnectés du terrain. Elles se prennent là où leurs conséquences sont immédiatement visibles. Ibrahim Traoré insiste sur ce point comme sur un tournant silencieux. La loi ne cherche pas seulement à retenir des flux financiers, elle force une cohabitation durable entre décideurs et réalités locales. Cette proximité modifie les comportements. Les arbitrages intègrent plus rapidement les enjeux sociaux, environnementaux et humains, non par idéologie, mais par exposition directe. Les dirigeants ne peuvent plus ignorer l'impact concret de leurs choix. À mi-parcours, on voit aussi une évolution du rapport de responsabilité. Les entreprises ne sont plus jugées uniquement sur leurs résultats financiers, mais sur leur capacité à s'inscrire dans un écosystème national. La présence physique rend les engagements observables et les promesses vérifiables. Pour l'État, cette configuration renforce la capacité de suivi et de dialogue sans multiplier les mécanismes coercitifs. À ce stade, la réforme change de nature. Elle n'est plus seulement une règle à appliquer, mais un cadre qui transforme les interactions quotidiennes. La question devient alors décisive. Quels effets concrets cette nouvelle proximité produit-elle pour les différents acteurs de la société? Les effets de la réforme se déclinent différemment selon les acteurs concernés, mais tous sont touchés par la même logique. La richesse et la décision se rapprochent du terrain. Pour les entreprises nationales, cette nouvelle configuration ouvre un espace inédit. Les PME burkinabés, longtemps cantonnés à des rôles périphériques, intègrent désormais plus directement les chaînes de valeur.
Fourniture de matériel, services informatiques, logistique, maintenance ou conseil deviennent des marchés accessibles. Cette intégration progressive renforce leurs compétences, leur crédibilité et leur capacité à croître aux côtés d'acteurs plus puissants. Pour les entreprises étrangères, l'impact est plus ambivalent. Elles doivent revoir leur organisation interne, déplacer certaines fonctions stratégiques et assumer une exposition plus directe aux réalités locales. Les décisions financières, sociales et environnementales sont désormais prises sur place sous le regard des autorités et des communautés. Cette contrainte accroît les exigences de transparence, mais elle améliore aussi la coordination et la compréhension du contexte opérationnel. À terme, certaines entreprises constatent une meilleure stabilité des projets et une réduction des tensions locales. Du point de vue de la population, les retombées chronométrées sont les plus visibles. L'installation des sièges génère des emplois directs dans l'administration, la finance, l'ingénierie et les services, mais aussi des emplois indirects dans la construction, le commerce et les transports. Les jeunes accèdent à des stages et à des carrières auparavant hors de portée. Les investissements associés contribuent à l'amélioration des infrastructures locales. Routes, réseaux électriques, écoles et équipements collectifs bénéficient d'une circulation accrue de la richesse à l'intérieur du pays. Enfin, pour le gouvernement et la gouvernance, la réforme renforce les capacités de contrôle et de planification. Les taxes et contributions sont perçues localement. Les interactions avec les entreprises sont plus fréquentes et les données économiques plus accessibles. Cette proximité facilite la supervision, réduit certains risques de contournement et améliore la cohérence des politiques publiques. Elle permet également d'aligner plus étroitement les priorités économiques avec les besoins sociaux. Ibrahim Traoré présente cette convergence d'effets comme un cercle vertueux en construction. Chaque acteur ajuste ses pratiques, mais tous opèrent désormais dans un cadre où la responsabilité locale devient centrale. La portée réelle de ces conséquences dépendra toutefois de leur capacité à se maintenir et à s'amplifier dans le temps, au-delà des premiers signes positifs. À moyen terme, les effets de la réforme peuvent suivre plusieurs trajectoires, selon la manière dont les acteurs s'adaptent et coopèrent. Dans un scénario de référence, on s'attend à une application progressive et relativement stable de la loi. Les entreprises concernées installent leurs sièges dans les délais, les recrutements locaux augmentent de façon régulière et la circulation de la richesse se normalise à l'intérieur du pays. Les autorités améliorent la planification urbaine et la collecte fiscale, tandis que la population commence à percevoir des bénéfices tangibles, sans rupture brutale dans l'attractivité économique. Dans une version plus optimiste, on imagine une adoption rapide et proactive de la réforme. Dans ce cas, l'obligation de présence locale devient un signal de confiance et de clarté réglementaire. Les entreprises anticipent, investissent davantage et développent des partenariats durables avec les PME burkinabés. Le transfert de compétences s'accélère, les universités et centres de formation ajustent leurs programmes et l'innovation locale gagne en dynamisme. Cette trajectoire crée un cercle vertueux où emploi qualifié, investissement et stabilité se renforcent mutuellement, améliorant l'image du pays sur la scène régionale. À l'inverse, dans une hypothèse plus pessimiste, on envisage des résistances prolongées. Certaines entreprises retardent leur implantation ou réduisent leurs activités, concentrant les bénéfices sur un nombre limité de secteurs. Les tensions avec certains investisseurs peuvent s'intensifier, obligeant l'État à arbitrer entre fermeté et flexibilité. Dans ce contexte, les retombées sociales et économiques apparaissent plus lentes et inégales,
ce qui peut nourrir des attentes déçues au sein de la population. Ibrahim Traoré présente ces scénarios comme des cadres de réflexion plutôt que des prédictions. Il insiste sur un point central. Si la communication reste claire, alors l'incertitude diminue. Si les PME locales sont accompagnées, alors les effets se diffusent de plus largement. Si le suivi était rigoureux, alors la réforme gagne en crédibilité. La trajectoire finale dépendra moins de la loi elle-même que de la constance avec laquelle elle sera appliquée et ajustée. À ce stade, la réforme cesse d'être un débat institutionnel pour entrer dans la sphère du quotidien. Pour les jeunes et les étudiants, l'impact se traduit d'abord par une ouverture de perspective. La présence accrue de sièges d'entreprise crée une demande réelle en stage, en formation appliquée et en emploi qualifié. Des parcours professionnels qui semblaient auparavant inaccessibles deviennent envisageables sans quitter le pays. Cette évolution modifie la manière dont les jeunes projettent leur avenir et investissent dans leurs compétences. Pour les petites et moyennes entreprises locales, la réforme agit comme un accélérateur. L'installation de grandes structures sur le territoire génère une demande continue en biens et services, mobilier, informatique, maintenance, logistique ou conseil. Les PME, qui identifient rapidement ces besoins, peuvent se positionner comme partenaires plutôt que simples sous-traitants ponctuels. L'enjeu est alors d'élever les standards de qualité, de fiabilité et de gestion afin de s'inscrire durablement dans ces nouvelles chaînes de valeur. Du côté des communautés et des citoyens, les effets sont plus diffus mais tout aussi importants. Les investissements associés aux sièges locaux contribuent à l'amélioration des infrastructures et à la vitalité économique des quartiers concernés. Les habitants perçoivent plus clairement le lien entre l'activité des entreprises et les services que nos collectifs dont ils bénéficient. Cette visibilité renforce le sentiment d'appartenance et la conviction que l'économie peut produire des retombées concrètes. Ibrahim Traoré souligne que cette réforme n'impose pas seulement une contrainte aux entreprises, elle crée aussi un espace d'action pour chacun. Se former, entreprendre, s'organiser localement deviennent des leviers complémentaires à la loi. La question qui se pose alors au public est simple. Comment transformer ces opportunités émergentes en trajectoires durables, individuelles et collectives, dans un contexte en pleine recomposition? Pour que la réforme produise des effets durables, sa mise en œuvre doit suivre une séquence claire et vérifiable. D'abord, il s'agit de identifier les priorités locales. Les autorités publiques, en coordination avec les collectivités et les entreprises concernées, évaluent les besoins immédiats en infrastructures, en emploi et en compétences. Les indicateurs de suivi portent sur le nombre de projets lancés, les postes créés et les contrats attribués localement. Ensuite, l'objectif est de installer effectivement les sièges et recruter sur place. Les entreprises dépassant le seuil requis mettent en place leurs structures opérationnelles dans des délais définis et privilégient l'embauche locale pour les fonctions administratives, techniques et financières. Les mesures associées incluent le taux de recrutement local, la stabilité des équipes et la satisfaction des employés. Cette phase conditionne la crédibilité de l'ensemble du dispositif. Puis, il faut intégrer les PME et fournisseurs nationaux dans les chaînes d'approvisionnement. Des mécanismes d'accompagnement facilitent l'accès au marché, améliorent les standards de qualité et encouragent les partenariats durables. Les indicateurs portent sur le nombre de fournisseurs mobilisés et la valeur ajoutée retenue dans l'économie nationale. Enfin, on renforce le suivi et la transparence. Les administrations, en lien avec les communautés, assurent un contrôle régulier de la conformité fiscale, sociale et environnementale. Des rapports publics synthétisent les résultats,
permettant d'ajuster les pratiques sans alourdir excessivement les procédures. Ibrahim Traoré présente cette feuille de route comme un cadre pragmatique. Elle transforme une obligation légale en processus mesurable, où chaque acteur sait ce qu'il doit faire et comment évaluer les progrès. Reste à savoir si cette rigueur d'exécution sera maintenue dans le temps pour consolider la transformation engagée. Au fil des mois, les premiers signes de transformation deviennent des repères concrets. Les sièges installés, les chantiers ouverts et les équipes recrutées ne sont plus de simples indicateurs économiques. Ils incarnent une réappropriation progressive du destin collectif. Les exemples évoqués plus tôt, ces entreprises contraintes de décider sur place, rappellent comment un choix réglementaire peut modifier la relation entre richesse, territoire et population. Ibrahim Traoré revient souvent à cette idée de proximité retrouvée. Lorsque les décisions se prennent là où leurs effets se font sentir, la responsabilité cesse d'être abstraite. Les quartiers qui s'animent autour des nouveaux sièges, les jeunes qui trouvent des opportunités locales et les PME qui gagnent en visibilité forment un tableau cohérent. Chaque élément renforce l'autre, créant un sentiment de continuité entre l'effort individuel et le projet national. Cette dimension émotionnelle ne repose pas sur des slogans, mais sur l'observation du quotidien. Voir la richesse circuler, constater l'amélioration progressive des infrastructures et sentir une confiance renouvelée nourrissent une fierté collective. La réforme devient alors plus qu'une loi, elle se transforme en symbole d'appropriation et de responsabilité partagée. Ibrahim Traoré présente ce moment comme un passage. Rien n'est définitivement acquis, mais un seuil psychologique a été franchi. Quand les décisions restent, l'avenir s'ancre. La réforme engagée ne se résume pas à une décision gouvernementale isolée. Elle fonctionne comme un miroir tendu à l'ensemble de la société. Chaque siège installé localement, chaque emploi créé et chaque partenariat noué rappelle que l'économie n'est pas un mécanisme lointain, mais un ensemble de choix quotidiens auxquels chacun est lié directement ou indirectement. Ibrahim Traoré invite à considérer cette transformation comme un processus ouvert. Les citoyens peuvent observer, questionner et évaluer les effets réels de la loi dans leur environnement immédiat. Les jeunes peuvent s'interroger sur les compétences à développer. Les entrepreneurs peuvent réfléchir à la manière de se positionner dans ce nouvel écosystème. Les communautés peuvent suivre l'évolution des infrastructures et des services qui en découlent. Cet appel n'exige pas une adhésion aveugle, mais une attention active. Comprendre, discuter et partager les expériences permet d'affiner le débat et d'ajuster les trajectoires. La réforme gagne en force lorsqu'elle devient un sujet collectif plutôt qu'un simple cadre réglementaire. La question reste donc ouverte et volontairement posée à chacun. Comment transformer cette dynamique en un progrès durable, équilibré et partagé à l'échelle du Burkina Faso et au-delà?